Bonsoir chers auditeurs, je m'appelle Elijah Sanso et je suis chargé de partager mon expérience avec vous pour le module de recrutement et sélection. Tout d'abord, je vais me présenter mon parcours professionnel et scolaire. En fait, je suis sociologue de formation et j'ai été formé au département de sociologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où j'ai obtenu une maîtrise en sociologie, option psychologie sociale et sociologie des organisations. En parallèle aussi, je faisais des études de gestion des ressources humaines où j'ai obtenu une licence et un master en gestion des ressources humaines. Concernant ma carrière, je l'ai démarré au cabinet Novaction où j'ai été recruté d'abord comme auditeur junior et ensuite senior ou chef de département recrutement et conseil et audit de gestion des ressources humaines. Après Innovation, j'ai intégré l'ONG Handicap International, qui est une ONG française qui lutte pour favoriser les droits des personnes handicapées. J'ai été recruté là-bas comme chargé d'insertion pour un projet euh, qui s'appelle Emphase, Emploi des personnes handicapées au Sénégal. C'est un projet n'est-ce pas, qui avait comme objectif l'intégration des personnes handicapées dans les entreprises pour un emploi durable, un emploi décent et un emploi salarié. Ensuite, j'ai intégré au mois de juin 2017 Millennium Promise, qui est une ONG américaine qui favorise, qui met en œuvre, excusez-moi, les ODD, les objectifs de développement durable. À Millennium Promise, j'ai été d'abord recruté comme directeur des ressources humaines pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, et ensuite j'ai été confirmé comme directeur des ressources humaines pour la zone Afrique. Et après Millennium Promise, j'ai intégré une autre ONG américaine qui s'appelle Counterpart International, qui est une ONG qui met en œuvre les projets de l'USAID et de l'USDA, le département américain de l'agriculture. Là-bas, je suis recruté, bon, je suis là-bas actuellement et j'ai démarré là-bas au mois de mars 2019 et je suis recruté comme HR and Administration Manager. Voilà, en ce qui concerne comment dire encore, mon parcours professionnel scolaire. Et pour le cours de recrutement et sélection, c'est un cours qui va s'articuler autour de trois chapitres. Le premier chapitre concerne le besoin, constat du besoin, analyse du besoin et description du besoin. Ensuite, le deuxième chapitre, c'est la recherche de candidature avec la publication, le recueil des CV, l'entretien, l'embauche, n'est-ce pas? Excusez-moi, le deuxième chapitre, c'est la recherche de candidature, comment dire encore, l'application de l'offre, n'est-ce pas, et le recueil des CV, le sourcing, bon, et tout ce qui va avec. Ensuite, le troisième et dernier chapitre, on aura la sélection avec la shortlist des CV à interviewer, l'entretien, et l'embauche et l'intégration. Voilà, si par rapport à ces chapitres-là, vous pouvez voir que le recrutement est un peu différent de l'embauche. Parce que souvent, on a tendance à penser que recruter égale embaucher. Bon, il y a une légère différence. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, RH, recruter, c'est un process qui démarre du constat du besoin et se termine à l'intégration de la nouvelle recrue. Et l'embauche, c'est une étape de ce process-là. C'est-à-dire que c'est une étape où on va, comment dire encore, notifier à la personne qu'elle a été retenue, que la personne recevra, n'est-ce pas, la lettre de confirmation, le contrat et voilà, la signature du contrat. C'est cette étape-là qu'on appelle l'embauche. Après l'embauche, on a l'intégration de la nouvelle recrue et dans cette intégration, on peut avoir deux niveaux d'intégration. D'abord, l'intégration technique qui concerne, n'est-ce pas, l'intégration par rapport au poste. Et ça se fait, les outils d'intégration, comment dire encore, c'est la fiche de poste et c'est le manuel de procédure. Ça, c'est les aspects techniques, c'est-à-dire c'est par rapport aux compétences techniques, n'est-ce pas, de l'employé ou bien de la nouvelle recrue. Il y a un deuxième niveau d'intégration, c'est l'intégration sociale. Et cette intégration sociale-là concerne la culture d'entreprise
Et c'est une intégration qui est un peu plus longue parce que ça va concerner la nouvelle recrue, l'employé, n'est-ce pas, durant toute sa carrière dans l'entreprise. Parce qu'il faut savoir que la culture d'entreprise n'est pas en tout cas quelque chose qui est statique, ça peut évoluer. Et si ça évolue aussi, l'employé a besoin de s'adapter par rapport à ces évolutions de la culture d'entreprise. Voici les différentes étapes et les 3 différents chapitres, n'est-ce pas, du cours de recrutement et de sélection. Maintenant, avant de démarrer la première séance qui concerne un peu le premier chapitre, c'est-à-dire le besoin, je vais un peu définir la gestion des ressources humaines en général et placer le recrutement dans cette gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines, une des définitions de la gestion des ressources humaines, c'est que c'est l'ensemble des activités qui permettent à l'entreprise de disposer de ressources humaines en quantité et en qualité. Bon, je vais essayer de définir donner encore une autre définition de cette définition même, définir les concepts. L'ensemble des activités, c'est-à-dire que alors, dans la gestion des ressources humaines, on a beaucoup d'activités. Et si on devait schématiser, la première activité serait le recrutement, n'est-ce pas? Une fois que la personne est recrutée, l'activité recrutement, ensuite, l'activité qui suit, schématiquement, serait la rémunération. Parce que la personne est recrutée selon une fiche de poste et cette personne sera rémunérée par rapport aux missions et aux objectifs contenus dans cette fiche de poste. N'est-ce pas? Alors, il y a le recrutement. Ensuite, la rémunération. C'est quoi la rémunération? La rémunération, c'est le salaire, n'est-ce pas, plus les avantages en nature et les avantages en espèces. C'est-à-dire, un peu, c'est ce qui fait l'équilibre entre la contribution, c'est-à-dire les compétences que l'employé a mis en œuvre pour l'atteinte de ces résultats, n'est-ce pas, et la rétribution, c'est-à-dire ce que l'employeur va lui donner par rapport à ce qu'il a contribué. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'équilibre entre la contribution de l'employé et la rétribution de son employeur. C'est ça l'objectif de la rémunération. Ensuite, l'employé est recruté, l'employé est rémunéré, mais l'employé est rémunéré sur la base des objectifs qu'il devait atteindre. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que tu as été recruté pour faire des missions et atteindre des objectifs. Alors, l'employeur a besoin de savoir si ces objectifs-là ont été atteints ou pas. Mais quelle est l'activité qui lui permet ça? C'est l'évaluation des performances. L'évaluation et l'appréciation des performances. C'est cette activité, n'est-ce pas, des ressources humaines qui permet à l'employeur de voir si l'employé a atteint ou bien n'a pas atteint ses objectifs. Mais cette activité, souvent, elle est mal comprise parce que les gens pensent qu'on évalue pour sanctionner. Non, on évalue. L'évaluation a pour objectif d'améliorer, n'est-ce pas, de combler le gap qu'il peut y avoir, n'est-ce pas, entre les compétences d'un employé et, n'est-ce pas, les exigences de son poste. Parce qu'après évaluation, on va faire une analyse pour voir, n'est-ce pas, si par exemple on évalue la personne et qu'on s'est rendu compte que la personne n'a pas atteint ses objectifs, on ne va pas directement sanctionner. On essaie de voir pourquoi l'employé n'a pas atteint. Maintenant, ce pourquoi-là permettra, n'est-ce pas, de combler le gap. Parce que pour qu'il y ait atteint des résultats, il faut 3 éléments. C'est-à-dire qu'il faut les compétences de l'employé, il faut les moyens que l'employeur a mis en place, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas te fixer des objectifs et ne pas te donner les moyens qu'il faut. Alors, il y a cette combinaison, les compétences de l'employé et les moyens que l'entreprise met en place, mais aussi il y a les aléas externes qui peuvent intervenir dans l'atteinte des résultats. N'est-ce pas? Maintenant, l'analyse après évaluation, cette analyse-là nous permettra de voir où se situe le problème. Est-ce que le problème se situe au niveau des compétences de l'employé? Ou bien est-ce que le problème se situe au niveau, disons, des moyens, des conditions de travail? Ou bien c'est externe à l'entreprise, c'est-à-dire c'est des aléas externes. Quand je dis aléas externes, ça veut dire que c'est des éléments qui sont externes à l'entreprise, externes à la volonté de l'employeur et de l'employé, qui peuvent maintenant influer, n'est-ce pas, la productivité de l'entreprise. Alors, après analyse, si le problème se situe au niveau des compétences de l'employé, mais des fois, l'entreprise a les moyens d'y remédier. Comment? Par la formation, ou bien par la remotivation,
ou bien par une mobilité interne. Mais aussi si le problème se trouve au niveau des moyens mis en place par l'entreprise, mais ça permettra aussi à l'entreprise de voir que elle doit réajuster les moyens et les conditions de travail. N'est-ce pas? C'est-à-dire alors, ça montre que l'évaluation a pour but, a pour objectif d'améliorer autant les conditions de travail, mais aussi d'améliorer les compétences des employés. Mais alors, parmi ces activités, on a d'abord cité l'activité recrutement, l'activité rémunération, l'activité évaluation, mais aussi il y a l'activité formation. La formation, c'est une activité de la gestion des ressources humaines. On peut aussi avoir l'activité gestion des carrières, la mobilité interne. Il y a aussi comme activité de la gestion des ressources humaines la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui est une activité qui permet à l'entreprise d'anticiper sur les aléas, d'anticiper sur le besoin en ressources humaines, de mettre en place une stratégie et de définir un plan d'action, n'est-ce pas, ressources humaines dans les années à venir. On a aussi comme activité dans la gestion des ressources humaines l'administration du personnel. Et l'administration du personnel, c'est quoi? C'est le fait de respecter les textes tels que comme le code du travail, les conventions collectives, les textes internes de l'entreprise, mais on peut aussi avoir certains textes internationaux. Voilà de façon ramassée l'ensemble des activités RH. Mais ces activités RH permettent quoi? Elles permettent à l'entreprise de disposer. Je vais un peu m'arrêter aussi sur le verbe disposer. Ça signifie quoi? Disposer signifie avoir et retenir. C'est-à-dire l'ensemble des activités qui permettent à l'entreprise d'avoir des ressources humaines par le recrutement, mais de maintenir ces ressources humaines par la motivation. C'est ça que signifie disposer. L'ensemble des activités qui permettent à l'entreprise de disposer des ressources humaines. C'est quoi une ressource humaine? C'est ce que nos employés portent comme compétences. C'est ça les ressources humaines. En quantité et en qualité. En quantité, par rapport au nombre de postes qu'on a. Si on a 20 postes, alors on aura besoin de 20 employés. Et aux compétences, c'est-à-dire par rapport aux exigences des postes qu'on détient. Si c'est des postes qui exigent des compétences élevées, alors on aura besoin, n'est-ce pas, des employés qui ont des compétences élevées. C'est ça la définition de la gestion des ressources humaines. L'ensemble des activités, une des définitions de la gestion des ressources humaines, l'ensemble des activités qui permettent à l'entreprise de disposer de ressources humaines en quantité et en qualité. Maintenant, pour aller dans le vif de notre sujet, c'est-à-dire la première séance du cours qui concerne le premier chapitre de la leçon du module, n'est-ce pas, le recrutement. Ce premier chapitre, j'avais dit que c'est le besoin. C'est-à-dire pour qu'il y ait recrutement, il faut qu'il y ait besoin. On recrute parce qu'on a besoin. Maintenant, le besoin en recrutement, c'est quoi le besoin en recrutement? Il faut d'abord exprimer le besoin. Il faut constater le besoin. Maintenant, le besoin en recrutement a deux causes. Avoir besoin de recruter, ça peut avoir découle de deux causes. La vacance de poste ou bien la création de poste. On a deux causes pour le recrutement. On recrute parce qu'il y a vacance de poste ou bien on recrute parce qu'il y a création de poste. C'est quoi la vacance de poste? La vacance de poste, c'est que le poste existe, mais la personne qui occupait le poste est partie. Comment? Par la retraite, par le décès, par le licenciement, par par la démission, ou bien par le replacement de l'employé sur un autre poste dans l'entreprise, c'est-à-dire par la mobilité interne. Alors dans ce cas-là, il y a vacance de poste. Et quand il y a vacance de poste, là c'est moins grave. Pourquoi? Parce que, disons, le poste existait déjà, c'est-à-dire on a une fiche de poste avec un titre, avec des missions, avec des exigences, mais aussi avec une rémunération et un positionnement dans l'organigramme. Alors dans ce cas-là, la phase analyse de poste sera une phase très simple. Ça, c'est la vacance de poste. Le poste existe et la personne qui occupait le poste est partie. Maintenant, l'autre cause, c'est la création de poste. C'est quoi une création de poste? C'est-à-dire que l'entreprise peut-être est en train de s'agrandir, et si l'entreprise est en train de s'agrandir, peut-être l'entreprise a besoin de créer de nouveaux postes. Ça, c'est la création de poste. Maintenant, dans le cadre de la création de poste, là, l'analyse du poste va être beaucoup plus profonde. Pourquoi? Parce que c'est un poste qui n'existait pas. On n'a pas encore déterminé les missions du poste, c'est-à-dire ce que la personne aura à faire sur ce poste.
Alors, si on n'a pas les missions, donc on n'a pas le titre du poste, parce que le titre du poste dépend des missions du poste. Si les missions du poste sont des missions simples, le titre du poste sera peut-être un titre pas très élevé et le positionnement pas très élevé dans l'organigramme. Mais aussi les exigences du poste ne seront pas élevées. Alors, il faut d'abord déterminer les missions du poste, peser ces missions pour voir si c'est des missions simples ou bien c'est des missions complexes, pour pouvoir déterminer le titre du poste et en même temps déterminer le positionnement du poste dans l'organigramme. Et aussi déterminer les exigences du poste, c'est-à-dire les critères pour occuper le poste, les exigences en termes de compétences, savoir, diplôme, savoir-faire, les expériences professionnelles et le savoir-être, les capacités que la personne peut avoir, et puis les traits de caractère, n'est-ce pas, demandés par le poste. Mais aussi, c'est-à-dire que dans le cadre de la création de poste, on n'a pas aussi déterminé la rémunération du poste. Parce que tout ça va ensemble. C'est-à-dire les missions qui déterminent le positionnement du poste et le titre du poste dans l'organigramme, déterminent les exigences du poste en termes de compétences, mais aussi en même temps déterminer, n'est-ce pas, le positionnement du poste dans la grille salariale et en même temps déterminer son salaire. Ça, c'est la création de poste. Alors, on a pour les causes du besoin en recrutement, on a la vacance et la création de poste. En même temps, le besoin en recrutement aussi peut avoir différentes natures. Le besoin en recrutement peut être un besoin ponctuel ou bien le besoin en recrutement peut être un besoin structurel. C'est quoi le besoin ponctuel? C'est-à-dire le besoin est limité dans le temps. On en a besoin pour un temps bien déterminé. Peut-être dans le cadre d'un projet limité dans le temps, c'est-à-dire c'est un projet qui dure 1 an, alors le besoin en recrutement sur ce poste va durer 1 an. Ou bien c'est un poste, le besoin est lié à une suractivité de l'entreprise sur une saison bien déterminée, alors le poste, on en a besoin pour la durée, n'est-ce pas, de cette suractivité. Ou bien le besoin le besoin en recrutement est dû, n'est-ce pas, le besoin est ponctuel. Pourquoi? Parce que c'est un remplacement. C'est quelqu'un, par exemple, on a un employé qui est malade, qui est en congé maladie, et on a besoin de remplacer cet employé durant la durée de son congé maladie. Ou bien c'est un employé qui est en disponibilité d'1 année. Alors, le contrat qui va accompagner le besoin ponctuel, ce sera un CDD, un contrat à durée déterminée. Pourquoi? Parce que le besoin est limité dans le temps. C'est pourquoi on dit que ce besoin en recrutement-là est un besoin ponctuel. Mais aussi le besoin en recrutement peut être un besoin structurel. C'est quoi le besoin structurel? C'est-à-dire c'est un besoin, n'est-ce pas, qui est indéterminé. On ne sait pas jusqu'à quand on aura besoin de ce poste-là. Et puis souvent, dans un poste structurel, c'est-à-dire c'est un poste qui, tant que l'entreprise est là, peut-être on aura besoin de ce poste-là. C'est pourquoi le besoin accompagne la structure, le besoin structurel. Et le besoin structurel, souvent est accompagné, c'est-à-dire qu'on va délivrer un contrat à durée indéterminée. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand on aura besoin de ce poste-là. Voici le besoin peut être ponctuel, ou bien le besoin peut être structurel. Mais aussi, le besoin en recrutement peut être prévisionnel, ou bien le besoin en recrutement peut être actuel. C'est quoi un besoin prévisionnel? C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, tantôt, dans les activités RH, on a comme activité, parmi les activités, on a la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est la GPEC. C'est-à-dire la planification des ressources humaines. Je vous ai dit tout à l'heure que la gestion des ressources humaines se veut d'être une gestion anticipative, une gestion proactive. C'est-à-dire quoi? On va anticiper sur nos besoins en termes de ressources humaines, mettre en place une stratégie, n'est-ce pas? Et de cette stratégie va découler un plan d'action en termes de recrutement, en termes de formation, en tout cas en termes de toutes les activités RH qui nous permettent d'anticiper, n'est-ce pas, sur les années à venir, sur les éléments concernant la gestion de nos ressources humaines. Parce que on veut éviter une gestion réactive pour mettre en place une gestion anticipative.
Maintenant, dans le cadre de cette gestion anticipative-là, dans la planification des ressources humaines, c'est là où entre, n'est-ce pas, la planification des ressources humaines, le besoin prévisionnel. Maintenant, je vais vous donner un cas. Par exemple, parce que dans les entreprises, il y a des postes qu'on appelle des postes clés. Des postes, n'est-ce pas, qui, si l'entreprise rencontre des problèmes au niveau de ces postes-là, ça peut impacter très grave, n'est-ce pas, l'impact, n'est-ce pas, peut être très déterminant sur la survie de l'entreprise. Maintenant, si ces postes sont identifiés, alors les besoins en ressources humaines sur ces postes-là doivent être toujours en alerte, n'est-ce pas? Et l'entreprise a mis en place des tableaux de bord qui lui permettent de voir, n'est-ce pas, des tableaux de bord qui leur renseignent, qui fournissent des indicateurs, notamment sur, entre autres, la retraite, n'est-ce pas, de nos employés. On peut voir que sur les 3 années, on peut identifier les postes qui seront vacants par rapport à la retraite de leurs occupants. Est-ce que vous voyez? Alors, si on sait que parmi ces postes-là, il y a un poste clé, et que la personne qui occupe ce poste-là, c'est une personne qui a toutes les compétences, c'est une personne qui maîtrise les activités de l'entreprise, c'est une personne qui a les compétences du poste, mais c'est une personne qu'on va perdre dans les 3 années à venir. Mais on ne va pas attendre que cette personne-là parte à la retraite pour la remplacer. Dans ce cas-là, on serait dans la réaction. Et comme je l'ai dit, la gestion des ressources humaines se veut une gestion anticipative. Donc, on va faire un recrutement anticipé sur ce poste. On va faire un recrutement prévisionnel. On recrute quelqu'un qui va occuper le poste dans 3 ans. Et c'est cette activité-là, je veux dire, c'est ça qu'on appelle dans la gestion des ressources humaines l'effet Noria. On va recruter un junior qui va remplacer un senior qui va partir à la retraite dans les années à venir, peut-être dans les 3 ans à venir. Alors, ce junior-là va accompagner le senior sur les 3 années qu'il reste dans l'entreprise, et le senior va former le junior, va lui transmettre ses compétences, va le former, et cette formation sera une formation pratique. Pourquoi? Parce que le senior est dans une position de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en dessous de lui qui peut faire, à qui il va donner des instructions, des orientations pour que cette personne-là puisse, n'est-ce pas, faire, comment dire encore, les missions du poste. Et c'est une formation dans l'action. Alors, ce jeune va gagner en compétences, va monter en compétences, n'est-ce pas, sur les 3 années à venir. Et quand le senior va partir à la retraite, lui, il sera fin prêt pour le remplacer. C'est ça le recrutement, n'est-ce pas, prévisionnel. Et l'effet Noria. Mais dans le cadre du recrutement prévisionnel, la personne qu'on va recruter, ce ne sera pas une personne qui a les compétences, les exigences du poste. Ce sera une personne qui a ce qu'on appelle le potentiel d'évolution pour le poste. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est réceptif, qu'on peut former, et qui est évolutif. Alors qui va évoluer, n'est-ce pas, avec la formation, avec le coaching, et une fois le temps, comment dire encore, la période issue, il pourra remplacer le senior. Maintenant, autant le besoin en recrutement peut être prévisionnel, autant le besoin en recrutement aussi peut être un besoin actuel, c'est-à-dire immédiat. On n'a pas besoin de recruter quelqu'un qui va occuper le poste dans les années à venir, non. On recrute quelqu'un pour qu'il puisse être immédiatement opérationnel, même si être immédiatement opérationnel, n'est-ce pas, sera très demandé, mais qui, son délai d'opérationnalité est très réduit. Et dans quel cas on fait un recrutement actuel? C'est dans le cas souvent d'une vacance de poste liée, n'est-ce pas, à un départ brutal. C'est-à-dire quoi? Parce que la retraite, on peut la prévoir. Alors, on peut anticiper sur le recrutement de quelqu'un qui va aller à la retraite. Mais la démission, souvent, on ne peut pas la prévoir. Le licenciement, souvent, on ne peut pas le prévoir. Et le décès aussi, on ne peut pas le prévoir.
Alors, dans le cadre de ces vacances de poste, alors, on a besoin de quelqu'un qui est immédiatement opérationnel ou bien de quelqu'un qui, son délai d'opérationnalité est très réduit. Et dans ce cas-là, c'est ça qu'on appelle un besoin en recrutement actuel ou bien immédiat. Voici, n'est-ce pas, comment dire encore, ce qui concerne la première séance, c'est-à-dire le besoin en recrutement, n'est-ce pas? On a dit que pour faire la synthèse de besoin en recrutement, on a deux causes pour le besoin en recrutement, la création de postes et la vacance de poste. On a identifié aussi quatre natures. Le besoin en recrutement peut être un besoin ponctuel ou bien un besoin structurel. Le besoin en recrutement aussi peut être un besoin prévisionnel ou bien un besoin, disons, actuel ou bien immédiat. N'est-ce pas? Bon, je vais m'en arrêter là pour cette première partie. Et je vous inviterai à faire des recherches, à préparer des questions, n'est-ce pas, pour la prochaine séance qui sera une séance, comment dire encore, interactive. Et bon, je serai disposé à répondre à toutes vos éventuelles questions. Et voilà, je vous remercie et bonne soirée. Merci.